Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui se passe en ce moment même, à l'intérieur de notre corps. C'est l'histoire d'un super pouvoir, celui de la guérison. Mais un super pouvoir qui peut parfois, se transformer en notre pire ennemi. Et voilà la question centrale. Que se passe-t-il quand cette incroyable machine à réparer, conçue pour nous sauver la vie en cas d'hémorragie, se dérègle complètement, quand elle se met à créer le problème au lieu de le solutionner? Et le voilà, l'antagoniste de notre histoire, le fameux caillot sanguin qu'on appelle aussi thrombus. En temps normal, c'est un allié, il nous sauve la mise. Mais quand il décide de se former là où il ne faut pas, au moment où il ne faut pas, là, les choses se compliquent sérieusement. Alors, le terme médical pour ça, c'est la maladie thromboembolique veineuse ou MTEV. En fait, c'est assez simple. Il y a deux parties. D'abord, la thrombose, c'est le caillot qui se forme. Et puis, l'embolie, c'est quand un bout de ce caillot se fait la malle et part en voyage dans notre corps. Et ce voyage est souvent très, très dangereux. Et attention, on ne parle pas d'un phénomène rare. Loin de là. Chaque année, ça touche plus d'une personne sur 1000. C'est énorme. C'est donc une pathologie vraiment fréquente et, malheureusement, une cause importante de complications graves et même de mortalité. Bon, la question maintenant, c'est comment est-ce que ce mécanisme de guérison, si parfait à la base, peut-il dérailler à ce point? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la recette. Oui, la recette du désastre. Et pour ça, figurez-vous qu'on se base encore sur une idée qui date du 19e siècle. C'est la fameuse triade de Virchow. Ça peut paraître ancien, mais c'est toujours la base pour comprendre pourquoi ces caillots se forment. Alors, cette triade, c'est un peu comme une recette avec 3 ingrédients clés. Le premier, la stase sanguine. Imaginez une rivière où le courant est très faible. Le sang ralentit, stagne. Deuxième ingrédient, une blessure sur la paroi de la veine. Même minuscule, elle sonne l'alarme. Et enfin, le troisième, l'hypercoagulabilité. Là, c'est le sang lui-même qui est plus collant, plus prêt à coaguler à la moindre étincelle. Ok, on a les ingrédients du problème. Mais avant de voir la catastrophe arriver, faisons un petit arrêt. Comment le corps est-il censé fabriquer un caillot, en temps normal? Pour nous aider, allons voir ça de plus près au niveau microscopique. Ce processus incroyable, ça s'appelle l'hémostase. Tout part d'une blessure. Et là, c'est la course. Les plaquettes, des sortes de mini-secouristes dans notre sang, se ruent sur place pour colmater la brèche. Elles forment un premier bouchon d'urgence. Mais ce n'est qu'un pansement temporaire. Pour une vraie réparation, il faut du solide. Et c'est là que la magie opère. Ce qu'on voit ici, c'est un peu le plan de construction de ce solide. C'est une série de réactions en chaîne, la cascade de coagulation, qui va transformer une protéine liquide en un filet ultra résistant, le filet de fibrine. C'est la véritable armature du caillot, ce qui le rend vraiment efficace. Bien, on a vu les ingrédients, on a vu le plan de construction. Maintenant, le drame peut commencer. C'est le moment où notre caillot, le thrombus, décide de prendre la route. Et c'est un voyage qui peut très très mal se terminer. Le point de départ? Très souvent, une veine profonde, bien cachée dans une jambe. C'est la fameuse thrombose veineuse profonde, la TVP. Le caillot s'installe, il grossit et il commence à bloquer la circulation. C'est ce qui provoque la douleur, le gonflement, le premier signe que quelque chose ne tourne pas rond. Et puis vient le moment critique, le point de non-retour. Un morceau du caillot se détache, il se casse. Et à la seconde où il se libère, il change de statut. Ce n'est plus un thrombus immobile, ça devient un embole, un caillot voyageur, un véritable projectile. Et son trajet est une autoroute à sens unique. Emporté par le courant sanguin, il remonte depuis la jambe jusqu'au cœur. Il passe par la partie droite du cœur qui, sans le savoir, va l'éjecter avec force. Destination, l'artère pulmonaire, droit sur les poumons. Et nous voilà au point culminant de l'histoire, l'arrivée du caillot à destination. C'est là qu'un processus qui était censé nous guérir se transforme en une urgence vitale. Le projectile a frappé sa cible. Il se coince dans une des artères des poumons, comme un bouchon dans un tuyau. C'est ça, une embolie pulmonaire. D'un coup, le sang ne peut plus passer pour aller chercher l'oxygène. Le corps commence à suffoquer. Regardez la différence. D'un côté, une circulation fluide, la vie qui s'écoule. De l'autre, un blocage total, brutal, sur ce chemin essentiel qui relie le cœur, la pompe, et les poumons, la station de recharge en oxygène. C'est une rupture critique. Et ce blocage, c'est le premier domino qui tombe. Derrière, tout s'écroule. La pression monte en flèche avant le barrage. Le cœur, surtout sa partie droite, doit forcer comme un fou pour essayer de faire passer le sang. Il s'épuise. Résultat, la pompe faiblit, la pression sanguine s'effondre et l'oxygène n'arrive plus nulle part. C'est tout le système qui lâche.
Bon, après ce scénario dramatique, il est temps de parler de choses plus concrètes, parce que la meilleure façon de gérer un problème, c'est de l'éviter. Et pour ça, il faut connaître les facteurs de risque. On peut les regrouper en 3 grandes familles. D'abord, les risques génétiques. On est avec, c'est dans les gènes. Ensuite, les risques acquis. Ce sont des maladies qui arrivent au cours de la vie, comme le cancer ou l'obésité. Et enfin, les risques liés à une situation particulière. Une grosse opération, rester alité longtemps, ou même un très long voyage en avion. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est simple. La connaissance, c'est notre meilleure arme. Être conscient de ces risques, c'est la toute première étape de la prévention. Et c'est la plus importante. Pour finir, une dernière réflexion. Maintenant qu'on a bien compris le danger quand le sang stagne, quand nos rivières intérieures ralentissent, quel est le geste le plus simple, le plus évident que l'on puisse faire au quotidien pour que tout ça continue de bien circuler ?